Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Un œuf avant la visite. Lorsque je me suis présenté pour la première fois dans une association de visiteurs bénévoles hospitaliers pour y proposer mes services, mon ignorance était totale. J'avais lu dans la presse locale un article sur le sujet. Une admiration mêlée de crainte m'avait porté à composer le numéro de téléphone mentionné. Une permanence était tenue le jeudi matin. Je m'y étais rendu avec une foule de questions. Serais-je capable ou pas de répondre aux besoins de malades ? Existait-il un prérequis et y satisferais-je ? Comment et quand les visites avaient-elles lieu ? Et tant d'autres questions devant l'inconnu. Le temps a apporté un certain nombre de réponses à ces questions à la fois naïves et complexes. Au fur et à mesure que j'exerçais mon bénévolat, d'autres questions indispensables s'y sont ajoutées. Souvent, je ne savais pas comment ni où trouver réponse. C'est ainsi que les années passant, je me suis constitué ce petit vade-mecum. Pour le débuter, je voudrais évoquer toutes les interrogations qui se posent avant même que la visite au malade ou à la personne âgée ne commence, poser le cadre de la rencontre. Les lieux où ces visites se déroulent sont très divers. Hôpitaux, centres de moyens séjours, formules diverses d'hébergement des personnes âgées, chacun disposant d'une organisation administrative et soignante propre, de personnel et d'intervenants spécifiques. La complexité de ces différentes structures nécessite de comprendre, même de façon approximative, leur place dans le système français de prise en charge sanitaire et sociale. De même, il paraît indispensable de déterminer les fonctions des différentes personnes qui y exercent leur métier. Il est enfin nécessaire de garder en mémoire les textes qui régissent les relations que ces établissements entretiennent avec leurs patients. Dans un second temps, je me tournerai vers la description des associations de bénévoles hospitaliers, organismes qui seront amenés à accepter ou pas l'offre de service du candidat à cette action, à soutenir sa démarche et à l'accompagner. Quelles sont ces associations ? Qui sont leurs membres ? Sur quels critères de recrutement leurs visiteurs bénévoles seront-ils habilités à œuvrer ? Et plus prosaïquement, quelles assurances et quel statut les lient ? Naturellement, ce travail n'a pas pour ambition de poser d'intangibles principes de fonctionnement. Il y a autant de manières de faire et de voir que d'associations, sinon pourquoi seraient-elles si nombreuses ? C'est une vision parmi d'autres que je rapporte ici. L'important, c'est que chacun choisisse l'association qui lui correspond. Puis en respecte loyalement le mode de fonctionnement, défini par ses statuts. N'oublions pas que le contrat tient lieu de loi entre les parties. 11. Le cadre de l'intervention. Un bénévole peut intervenir dans différents établissements. Qu'il s'agisse d'un hôpital, d'un centre de moyens séjours ou d'une maison de retraite, une organisation rigoureuse préside au fonctionnement de ces structures. Tentons de comprendre comment chacune d'entre elles est organisée, qui y intervient et pour faire quoi. 111. L'hôpital, le milieu hospitalier, ses intervenants, ses règles et ses protocoles. Lorsque je suis devenu bénévole, l'association à laquelle je venais d'adhérer décida de m'attribuer la visite d'un service à l'hôpital de la ville. Dès le début, une de mes grandes préoccupations fut de me repérer, de comprendre comment s'organisait cette réalité qui m'environnait, le fonctionnement d'un hôpital. Je mis longtemps à trouver mes marques dans ce monde contigu au nôtre, et pourtant si différent. Ce monde commence avec les panneaux même de signalisation, silence hôpital. Il s'affirme lorsqu'on pénètre l'enceinte et ses barrières. Et des années plus tard, j'ai toujours le sentiment de franchir une frontière lorsque je passe la conciergerie. Dans sa loge vitrée, le concierge lui-même porte une blouse blanche. Aux abords des locaux, devant les portes coulissantes, été comme hiver, des malades et des soignants grillent une petite cigarette ou utilisent le téléphone portable dont l'usage est interdit à l'intérieur. Tous ces gens uniformément habillés de blanc donnent l'étrange impression d'entrer dans un espace privé. Cette altérité se poursuit dans les espaces publics intérieurs. Hall d'accueil, salle de pas perdu où stationnent visiteurs et malades, soignants et administratifs. Le regard tente d'y repérer le statut de chacun. Il faut apprendre la signalétique des badges, des blouses de différentes couleurs, des chemises, des calots. Chacun acquiert ici une nouvelle identité fonctionnelle. Devant les guichets de renseignement se pressent les familles ou les proches.
Les nouveaux entrants piétinent en attendant leur tour d'accomplir les formalités d'entrée. Des petits enfants impatients ou inquiets courent de ci de là autour de malades qui n'ont pas le droit pour des motifs d'hygiène, de les rencontrer ailleurs. La bibliothèque, le coiffeur, les stands d'abonnement au téléphone ou à la télévision offrent leurs services. Des gens passent avec des fleurs, des paquets de gâteaux, des sacs de linge frais. Des visages souriants et d'autres accablés. Des hommes et des femmes en chemise d'hôpital, poussant une potence sur ses roulettes. Dans les étages ou les pavillons, apparaît une dimension plus intimidante. L'architecture hospitalière offre souvent la vision à l'infini de longs couloirs clairs distribuant de part et d'autre des pièces aux portes peintes de couleur pastel. Des couloirs et des portes, les unes pleines, les autres vitrées. Des panneaux avec des mentions, office infirmier, tisanerie, secrétariat, Dr X, des numéros de chambre. Du blanc partout, sinon ces couleurs pastel, bleu, verte, rosée. Selon les services, selon la gravité de la maladie, ces portes seront ouvertes ou fermées. Des flacons de désinfectant à usage des mains, vissés à l'entrée de chaque chambre, permettent à chacun de respecter les règles d'hygiène. Des chariots chargés de bacs à médicaments, de linge ou d'appareils médicaux stationnent dans les couloirs. Parfois, des lits occupés par des malades y barrent presque le passage, lits devant lesquels on passe en détournant le regard par discrétion. Et des personnes en blouse, beaucoup de femmes, et dont au début le nombre empêche toute identification durable. Ici, le silence et l'affairement prennent une grande place. Entrer dans une usine ou dans les locaux d'une administration fermée au public est du même ordre. Un monde complexe, peu compréhensible de prime abord, dans lequel chacun remplit ses fonctions. Mais ici on sait qu'il s'agit de souffrance, de vie, de mort. C'est avec cet environnement qu'il me faudra faire pour entrer pleinement dans mon statut de bénévole. Habiter familièrement ces locaux, comprendre comment se répartissent les missions de ces soignants, comment s'organisent les structures de soins qui les emploient. Et me faire accepter par eux. 1111 Le système hospitalier français. Auteur d'un ouvrage sur le patrimoine hospitalier, Anne Pétillot écrit à propos des évolutions qui secouent l'hôpital. L'hôpital est l'équipement de tous les paradoxes, on lui demande d'être plus petit pour être plus humain, plus grand pour être plus rentable, plus ouvert à son environnement mais plus sécurisé, plus technique mais plus convivial, et enfin plus moderne mais plus respectueux du patrimoine. Le Monde, 19 juin 2005. Il existe 4 catégories d'établissements hospitaliers publics. Les centres hospitaliers, centres hospitaliers généraux, centres hospitaliers spécialisés, hôpitaux psychiatriques par exemple. Centres hospitaliers régionaux, centres hospitalo-universitaires. Les malades y sont admis directement par les urgences ou par prière d'admettre. Lettre adressée par le médecin traitant du malade. Les centres de moyen séjour où les malades sont admis sur dossier médical. Unités de convalescence, de cure, de rééducation, de réadaptation, foyers de post-cure. Les centres et unités de long séjour admettant des personnes qui, du fait de leur âge ou leur état, ont perdu leur autonomie. Les hôpitaux locaux, souvent reconvertis aujourd'hui en centres de moyen et long séjour. Il existe également des établissements privés à but lucratif, cliniques ou non lucratifs, Croix-Rouge. 1112 Le personnel hospitalier. Un hôpital, c'est une entreprise quasi autonome. Plus de 150 métiers y sont exercés. Cette diversité de compétences constitue une assurance de qualité et de sécurité. Plusieurs équipes différentes composent le service hospitalier. Chacun y remplit un rôle défini et complémentaire de celui des autres. L'Assistance publique Hôpitaux de Paris a établi un inventaire des interlocuteurs auxquels le bénévole, peu ou prou, aura affaire. Rassurons le bénévole. Le badge porté par chacun de ces interlocuteurs lui permettra d'identifier leur nom et leurs fonctions, et donc lui facilitera les contacts, lui donnera les moyens d'avoir des échanges plus personnalisés avec eux, de leur poser plus facilement des questions. On pourrait regrouper en 3 entités ces différents métiers: équipe médicale, équipe soignante, autres interlocuteurs. 11121 L'équipe médicale. Elle se réunit régulièrement pour faire le point sur l'état de santé des patients et prendre les décisions nécessaires. Elle est en contact avec le médecin traitant, en accord avec le malade. De nombreuses fonctions interviennent dans cette équipe. Le chef de service est le responsable de l'organisation générale du service et des traitements médicaux qui y sont dispensés.
Il est assisté d'un ou plusieurs médecins, professeurs des universités, maîtres de conférences des universités, praticiens hospitaliers. Le chef de clinique assistant exerce sa spécialité en supervisant internes et étudiants, et en veillant au fonctionnement quotidien du service. Il assure le plus souvent un enseignement à la faculté et parfois une activité de recherche. L'interne est un médecin prédiplômé, en formation générale ou spécialisée. Il examine tous les jours les malades pendant la visite, et chaque fois que leur état de santé le nécessite. L'étudiant en médecine externe est un futur médecin en formation dans le service. Examine tous les matins les patients, et peut participer aux actes médicaux sous la responsabilité des médecins. L'anesthésiste se renseigne sur les antécédents médicaux et chirurgicaux, et explique au futur opéré son rôle avant, pendant et après l'intervention. Et l'endort aussi, naturellement. Les attachés sont des médecins de ville qui travaillent à temps partiel à l'hôpital, en assurant des consultations ou en pratiquant certains examens. Nous verrons plus loin que, dans le respect de la charte du patient hospitalisé, chaque malade a bien sûr le droit d'être informé sur sa maladie. Ces renseignements peuvent être donnés par l'interne lors de sa visite quotidienne ou par les autres médecins du service à la demande. L'hôpital incite le malade à solliciter des explications, à comprendre sa maladie pour en devenir un acteur intelligent. Le langage médical peut toujours être traduit en mots simples. 11122 L'équipe soignante. Le cadre supérieur infirmier, collaborateur du chef de service, coordonne l'organisation et la mise en œuvre des soins infirmiers du service. Il est assisté de cadres infirmiers, un par service, auquel le malade peut s'adresser pour tout ce qui concerne les soins et le déroulement de son séjour. Les infirmiers RES dispensent non seulement les soins et les traitements prescrits par le médecin, mais exercent aussi une surveillance continue et peuvent donner des conseils relatifs à la santé de la personne. Les aides-soignants EES accompagnent les infirmières lors des soins qui répondent aux besoins essentiels, repas, toilettes, confort et prennent soin de l'environnement. Les agents hospitaliers contribuent au confort et à l'accompagnement des personnes hospitalisées pour les consultations ou examens hors du service, si besoin. Les étudiants infirmiers ou aides-soignants, étroitement encadrés par leurs aînés, sont là pour perfectionner leur savoir. Ils sont parfois appelés à donner des soins. 11123 Autres intervenants. L'équipe hôtelière entretient l'environnement et participe à la distribution des repas. Les psychologues collaborent avec l'équipe médicale et l'équipe soignante et favorisent l'articulation des soins entre les différents intervenants. Les diététiciens, les masseurs kinésithérapeutes et les autres professionnels de rééducation peuvent intervenir sur avis médical. Les manipulateurs en électroradiologie médicale et les techniciens de laboratoire participent directement à l'élaboration du diagnostic en réalisant les examens prescrits par l'équipe médicale. La secrétaire médicale est l'interlocutrice qui assure le relais entre l'équipe médicale du service hospitalier et le médecin traitant. La secrétaire hospitalière est là pour aider la personne et sa famille dans les formalités d'entrée et de sortie, ainsi que pour assurer le lien avec l'entourage. Le personnel du bureau des admissions et service des frais de séjour assure les formalités administratives d'entrée et de sortie de l'hôpital et de règlement financier. L'assistante sociale aidera à résoudre les difficultés administratives, professionnelles ou familiales. Pour la rencontrer, le malade doit en faire la demande auprès des infirmiers, du cadre infirmier ou des médecins du service. Il l'ignore souvent. En règle générale, une assistante sociale est rattachée à chaque service d'hospitalisation. Le personnel technique et ouvrier, les malades ne le rencontreront que très rarement. Il contribue pourtant activement à ses soins et à son confort, en assurant le fonctionnement et l'entretien des locaux, des appareils médicaux et informatiques. Ce sera lui qui, parfois, pourra assurer les tâches de cuisine et de blanchisserie. Les bénévoles croiseront aussi les représentants des différents autres services sauf CRTS, aumôniers des diverses religions, bibliothécaires, enseignants pour les jeunes hospitalisés, coiffeurs, loueurs de télévision, personnel de cafétéria. Les aumôniers offrent un accompagnement spirituel à ceux qui le souhaitent.
Une des tâches du bénévole sera de relier ceux et celles qui en expriment clairement la volonté à ces représentants des différentes religions. La plupart des associations, sauf bien sûr les associations cultuelles, ont adopté une position nette. Un visiteur ne peut être à la fois membre de l'association et participer à l'équipe d'aumônerie, c'est un choix à faire. Chaque organisme doit conserver sa personnalité et sa responsabilité. Prescription de l'association VMEH à ses bénévoles. Il existe enfin un ensemble de mandataires de justice qui assurent la gestion des biens des personnes hospitalisées lorsque celles-ci en sont empêchées. Tutelle, curatelle, mesures provisoires de sauvegarde de justice. Une charte du patient hospitalisé, annexée à la circulaire ministérielle numéro 95A22 du 6 mai 1995 a été mise en place, voire texte en annexe. Elle est en général largement affichée et distribuée aux malades et à leurs proches. 112. Le centre de moyen et long séjour. La terminologie employée pour le désigner peut varier. Aujourd'hui, on l'appelle plutôt service de soins de suite ou de réadaptation. À la différence de l'hôpital, le centre de moyen et long séjour est ressenti plus comme un lieu de vie que comme un lieu de soins. Sa convivialité se trouve renforcée par le fait que les malades y séjournent plus longtemps qu'en hôpital, 30 à 40 jours souvent, qu'il est en général géographiquement situé à la campagne, dans des endroits de bon air. La famille aura donc parfois davantage de difficultés à s'y rendre car son accès, pour des personnes non véhiculées, sera plus difficile. Par contre, le personnel s'y consacre moins à des soins d'urgence et pourra accorder davantage de temps convivial aux malades et aux convalescents. Souvent, c'est un projet de rééducation ou de réinsertion sociale qui a amené ici le malade. Si le corps médical et le corps soignant restent identiques à ce qu'ils sont dans un hôpital, c'est leur distribution quantitative qui variera. Davantage de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes, d'orthophonistes, de psychologues. Moins de personnel d'examen, car c'est l'hôpital qui continuera à effectuer scanner, IRM. C'est vers lui qu'on dirigera la personne qui nécessite des soins plus lourds. Selon leur spécificité, ces centres de séjour n'accueilleront pas tous le même type de malade. Ainsi, un des centres proches de mon domicile regroupe un service de neurologie pour les grands accidentés cérébraux, de rééducation orthopédique et traumatologique, consécutive à des accidents ou à des opérations sur les membres, de cardiologie, opéré du cœur, de pneumologie, de médecine légale, suite de sevrage toxicologique ou alcoologie. Enfin l'hôtellerie, repas, linge, mobilier, décoration, animation, chambre, revêtira ici un aspect primordial. En effet, au sortir de l'hôpital qui a constitué un milieu strict et aseptisé, le convalescent trouvera dans ce nouvel environnement la promesse du retour à une vie normale. C'est un véritable SAS de sortie qui lui est ainsi offert et sur lequel souvent, il pose un regard reconnaissant. Pour ces malades isolés durablement de leur quotidien, la rencontre avec un bénévole prend une importance particulièrement grande. Souvent, on y trouve des personnes pour lesquelles les handicaps physiques, très lourds, sont difficiles à accepter, pour lesquelles le retour dans la vie courante est impossible à imaginer. Parfois, le handicap social s'y rajoute, bouchant de nombreux projets sur l'avenir. Le besoin de faire le point, de se reconstruire un avenir y est intense et les discussions remplies de ce sens. La présence et l'action du bénévole y sont d'autant plus attendues. Œuvrant dans ce type d'établissement, il aura à assurer avec une fidélité inébranlable ses visites tant attendues. Il aura à accepter l'agressivité, l'impatience, le désespoir de ceux qui ont perdu le plein usage de leur corps. Il aura aussi à cultiver chez eux l'envie de continuer à vivre, l'envie de savoir ce qui se passe dehors, là où ils vont retourner. 113. L'hébergement des personnes âgées. 1131. Le système français. Il existe en France plus de 10 000 établissements de styles multiples et à vocations différentes, qui ont tous pour mission d'héberger des personnes âgées. Le statut de ces établissements revêt plusieurs formes. Établissements publics, structures associatives, structures commerciales. Le type d'établissement auquel il sera fait appel pour loger la personne âgée variera considérablement selon l'état de santé de cette personne. Leur diversité permet d'assurer l'hébergement tant de celle qui est complètement valide et autonome,
que de celle qui a besoin d'une quasi-hospitalisation. La qualification du PCRSON-CL et son nombre, l'aménagement des locaux, le degré de médicalisation, la situation géographique proche ou éloignée de la vie sociale sera adaptée en conséquence. Je ne traiterai pas ici des aspects financiers du choix, quoiqu'il soit souvent un de ses plus importants fondements. Le domicile collectif est un logement abritant plusieurs personnes dans l'environnement social urbain ou rural, auquel elles sont habituées. Le foyer logement se compose d'appartements individuels, que chaque résident aménage avec ses propres meubles. Le résident possède le statut de locataire et dispose de services collectifs. La maison de retraite est constituée par un ensemble de chambres meublées accompagnées de services collectifs, appels d'urgence, restauration, ménage, soins divers. C'est une des structures d'hébergement les plus utilisées. La maison de retraite médicalisée ajoute à la précédente base un suivi médical assuré par un personnel attaché à l'établissement ainsi que des équipements de soins divers, salle de pansement, de kinésithérapie. Le niveau de médicalisation de l'établissement variera, et parfois sera spécialisé. Ainsi, des locaux pourront être réservés à des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou en perte grave d'autonomie, étages fermés d'où les fugues ne pourront pas se produire. Les unités psychogériatriques, unités autonomes, assureront la sécurité des personnes âgées souffrant de troubles du comportement. Les unités de soins de longue durée, USLD, rempliront le même rôle que ci-dessus, avec surveillance constante et traitements médicaux. Les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, EHPAD, assureront le suivi lourd des personnes âgées très dépendantes physiquement et psychiquement. Pour rédiger ce chapitre, je me suis largement aidé du Guide des établissements d'accueil pour les personnes âgées en Isère, dossier UDIAGE, 2003. 1132 Le personnel. Selon la taille et la spécificité de la structure d'hébergement, le personnel sera sensiblement identique à celui de l'hôpital et remplira les mêmes fonctions. Selon le lieu, et d'une manière remarquablement hétérogène, le mode de rapport est très diversement abordé dans ces lieux de vie. Les relations avec la personne âgée et avec sa famille, le respect de ses droits, de sa liberté, de son intimité, de son hygiène, la possibilité de rester en contact téléphonique ou autre avec elle extérieur, la personnalisation de la chambre et la prise en compte par chacun que cette chambre constitue le domicile privé de la personne. Voilà autant de facteurs de maintien de la personne dans le sentiment de sa dignité. L'aspect plus ou moins étendu que prennent les soins, aide pour la toilette, pour l'habillement, pour la marche ou les transferts, pour se nourrir, pour se lever et se coucher, entretien de la chambre, assure un ancrage de maintien dans la vraie vie pour la personne âgée. Elle résiste alors mieux à l'érosion du temps, érosion qu'elle subit de toutes parts. Concernant le personnel, la différence notable d'avec l'hôpital sera assez souvent la présence d'une équipe d'animation. Composée d'une animatrice salariée et de membres du personnel aidés, lorsque c'est possible, de bénévoles, elle constitue un pôle de rencontres solide et de bonne gestion des relations entre personnes âgées. Le présent travail n'a cependant pas pour vocation première de traiter des activités d'animation exercées par le bénévole. Je renverrai pour cela à différents ouvrages recensés en bibliographie. Signalons enfin qu'une charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante a été élaborée par la Fondation de France, voir texte en annexe. 114 Le cadre légal d'accueil et de soins du malade. La législation a beaucoup évolué dans la formalisation des rapports hospitaliers, régissant les relations entre le personnel soignant et les malades. J'ai évoqué plus haut les différents textes mis en place afin d'établir un contrat clair entre le malade et ses différents partenaires. Deux textes importants méritent un examen plus approfondi. La charte du patient hospitalier d'une part, les droits des malades et qualité du système de santé de l'autre. 1141 La charte du patient hospitalisé, du 6 mai 1995. Ce texte figure en annexe du présent recueil. Il me semble utile d'en connaître les principales têtes de chapitre car parfois, au détour de la conversation, le bénévole peut découvrir que le malade s'interroge ou l'interroge à propos de difficultés auxquelles la simple lecture de cette charte pourrait répondre. En particulier,
Le malade peut ignorer ses droits et ses devoirs, et penser perdre ainsi le peu d'autonomie qui lui reste dans la prise de décision quant à sa personne et son devenir. Dans ce rôle d'information, le bénévole, citoyen et représentant de la société, peut alors faire entendre au malade qu'il n'est pas soumis à l'arbitraire mais considéré comme une personne conservant tous ses droits et répondant à tous ses devoirs. C'est souvent pour ce malade, dans le lieu de dépendance qu'est l'hôpital, un soulagement et une restauration de sa dignité. Ce texte recense donc l'ensemble des questions que la personne hospitalisée pourrait avoir à se poser et y répond précisément. L'accès aux services publics hospitaliers, les soins, l'information du patient et de ses proches, le principe général du consentement préalable, le consentement spécifique pour certains actes, la liberté individuelle, le respect de la personne et de son intimité, le droit à la vie privée et à la confidentialité, accès aux informations contenues dans les dossiers administratifs et médicaux, les voies de recours y sont traitées. Dans les services hospitaliers où j'œuvre, cette charte est non seulement affichée, mais également largement distribuée aux patients. 1142, la loi du 4 mars 2002 Droit des malades et qualité du système de santé, dite loi Kouchner. Ce texte constitue le second volet du contrat passé entre le malade et l'établissement de soins. Une analyse claire et pertinente en a été faite sur le site internet de l'AAVAC. Association d'aide aux victimes d'accidents corporels. Globalement, la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé répond à une attente forte d'un rééquilibrage des rapports entre personnes malades et professionnelles, entre usagers du système de santé et celui-ci. Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé procèdent, en droit français, soit de dispositions générales appliquées aux questions de santé, secret professionnel, soit à l'inverse de différentes propositions qui font application des droits fondamentaux des personnes à des aspects spécifiques de la santé publique, en termes de domaine, loi bioéthique, loi informatique et liberté, ou en termes de structure, dispositions de la loi hospitalière relative aux droits des patients hospitalisés. De surcroît, des décisions jurisprudentielles ont enrichi le droit positif de la santé, s'agissant notamment de préciser les obligations et les responsabilités respectives des usagers du système de santé et des professionnels. L'article 1er de cette loi, intitulé Droits de la personne, réalise la synthèse de cet état de droit positif en réaffirmant le respect de la dignité de la personne humaine, la non-discrimination dans l'accès aux soins et à la prévention, le respect de la vie privée, le droit d'accéder aux soins les plus appropriés, le droit à la prise en charge de la douleur. L'article 6 consacre deux principes étroitement liés, celui du droit de toute personne à être informée sur son état de santé, ainsi que les actes et les traitements qui lui sont proposés, et celui du consentement libre et éclairé à ces actes et traitements. En ce qui concerne le consentement éclairé, la jurisprudence récente a redéfini le régime juridique de l'obligation du médecin, notamment s'agissant de la charge de la preuve de l'information et des conséquences résultant du défaut d'information. Il est donc indispensable que le patient reçoive une information sur les actes proposés, leurs nécessités, leurs conséquences, leurs risques et qu'il y donne son consentement préalable, libre, éclairé et révocable. De même, son droit d'accès au dossier médical. Tout malade ou ses ayants droit peut demander la transmission du dossier médical à un médecin choisi par lui. Ces deux textes régissent le statut du malade français. Dans l'hôpital où j'exerce mes activités de bénévole, un remarquable livret d'accueil reprend ces informations et les explique aux malades et à ses proches. 12. Le bénévole. Après avoir exploré les différents lieux où le bénévole exerce son activité et la diversité des personnes qui y travaillent, tournons-nous à présent vers le candidat bénévole, celui qui voudrait pénétrer dans le monde des malades et des personnes âgées pour y œuvrer. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un bénévole ? Selon la Charte internationale du bénévolat, voire en annexe, un bénévole est celui qui s'engage de son plein gré, d'une manière désintéressée, dans une action organisée au service de la communauté. Ainsi, le bénévole se situera à l'interface du médical et du social. D'une certaine façon, il sera celui qui casse la notion de séparation de ces deux milieux, Chantal Tinlot, et qui permet ainsi à la société d'être présente entier. Dans un premier temps, il sera utile de présenter une typologie des associations qui regroupent ces bénévoles
et la mission spécifique que chacune demande de remplir à ses adhérents. Dans un second temps, d'aborder comment on devient bénévole, les modes de recrutement, la formation, les qualités requises. Enfin, de décrire le cadre dans lequel le bénévole aura à exercer ses activités, la charte du bénévole qui encadrera sa pratique, les assurances qui le protégeront et le statut juridique dont il bénéficiera, et éventuellement, l'équipe d'établissement qui l'accueillera. 120. Les associations de bénévoles de santé. 2. Existe un très grand nombre d'associations de bénévoles œuvrant dans le domaine de la santé. Un annuaire des associations de santé, de plusieurs centaines de pages, regroupe plus de 8000 d'entre elles. Leur domaine d'intervention est remarquablement diversifié. Visite au pied du lit, animation, accompagnement des proches et de la famille, constitution de lobbying, pool de documentation et d'aide aux adhérents. Certaines d'entre elles ne se penchent que sur un type particulier de maladie ou de pathologie d'un organe spécifique tel que cancer, stomisation, handicap, autisme. Le site interne www.annueras.com permet de se documenter sur leurs activités et de prendre contact avec leurs responsables. Plusieurs de ces associations possèdent un siège national et des antennes locales. Celles-ci se répartissent souvent en équipes départementales sur le territoire français. Elles-mêmes peuvent se subdiviser. Les établissements de soins, hôpitaux, centres de moyen et long séjour, maisons de retraite, sont en général sollicités par ces associations et décident de donner suite ou pas à leur offre de service. C'est la loi du 9 juin 1999 qui a prévu l'implication de bénévoles dans l'accompagnement de malades à l'hôpital. Avant 1999, un certain flou régnait souvent. Si elle est retenue, l'association reçoit une autorisation générale d'intervention de la part de l'institution qui accepte les visites de ses membres. Ceci parfois, sous condition. Ainsi, assez fréquemment, cette institution demandera que la formation des bénévoles précède toute intervention. Les associations seront chargées de coordonner les interventions de leurs bénévoles, d'assurer leur suivi et leur contrôle, de rencontrer les différents partenaires hospitaliers, directeurs d'établissement, cadres infirmiers, médecins, assistantes sociales et autres intervenants. Chaque bénévole, le plus souvent, sera nominalement habilité à intervenir. C'est un cachet au dos du badge qui l'identifiera, et la signature du chef d'établissement CNT, qui authentifiera cette habilitation. Certaines de ces associations ont fait le choix de former spécifiquement leurs bénévoles à un type d'intervention tout à fait circonscrit, enfants, personnes en fin de vie, pathologie particulière, décision qui peut souvent se justifier eu égard aux questions singulières que posent ces malades. La réalité montre parfois une compétition entre associations et la création de domaines réservés à telle ou telle d'entre elles. Des conflits de territoire peuvent surgir, parfois surprenants, parfois ridicules. Il est important que les bénévoles puissent en avoir connaissance pour exercer une diplomatie appropriée. Voir l'article de CLMTNTAL 4 ans. Le rôle des associations dans la mise en place et le suivi du bénévolat d'accompagnement. 121. Typologie du bénévole hospitalier. Depuis les dames visiteuses des siècles passés, la notion de bénévole s'est singulièrement modifiée. Et pourtant, les plus anciennes des associations conservent encore dans leur statut cette notion selon laquelle le bénévole hospitalier aide le malade à être un bon malade, tout acquis à la cause médicale. De même, il est parfois recommandé aux visiteurs de rechercher l'appui des médecins et de bonnes relations avec le personnel hospitalier. Bien sûr, ces fondamentaux demeurent. Le bénévole réconforte le malade, l'aide à lutter contre la maladie, à accepter patiemment le traitement et les soins. Instruction de VMEH, mais sa fonction, nous le verrons plus loin, s'est considérablement élargie. En ce qui concerne la typologie du bénévole, son âge, son sexe, sa revenance sociale ou professionnelle, il n'existe pas de statistiques précises. Une étude sur le sujet semblerait pourtant riche de potentiel. Connaître plus précisément les acteurs du bénévolat pourrait aider à mesurer ses forces et ses faiblesses. D'une façon intuitive, il me semble que la grande majorité des visiteurs sont des visiteuses, qu'une grande partie d'entre eux et elles abordent cette activité à la soixantaine, qu'une participation importante d'anciens soignants est à noter. Des femmes de 50 à 70 ans,
hors du monde du travail et appartenant à des classes sociales dites moyennes ou de cadres forment la catégorie la plus nombreuse, écrit Emma Dejean de la Bâtie. Cependant, un nombre non négligeable d'étudiants en formation de santé viennent également, durant le temps de leurs études, rejoindre ces associations afin d'acquérir une première expérience de terrain. Ils les quittent lorsque leur statut professionnel acquis, ils s'enracinent dans le quotidien. C'est pour eux et pour leurs futurs malades une riche expérience. C'est aussi, pour les associations dont ils furent membres, l'existence de relais auxquels elles pourront faire appel ultérieurement, tant pour effectuer de la formation interne que pour expliquer et solliciter leur présence à l'hôpital. La durée d'activité d'un bénévole est variable. En effet, son outil de travail, c'est sa motivation et sa disponibilité. Au cours du temps, les bénévoles vieillissent et ce faisant peuvent éprouver des difficultés d'ordre pratique, déplacements moins faciles, charges de famille plus lourdes ou physiques, problèmes de mobilité, de vue ou d'ouïe. Et pourquoi le cacher, dans cette activité, on s'use aussi psychologiquement. Il est parfois indispensable de savoir se protéger. Dans un ouvrage généraliste nommé Le métier de bénévole, publié en 2000, Dan Ferrand-Bechman apporte d'intéressants développements à la notion de bénévolat aujourd'hui. Elle étudie motivation et valeurs du bénévole, limites, enjeux et fonctions sociétales du bénévolat, constitution d'identité collective, puis elle dégage une prospective. Elle offre une piquante typologie des bénévoles. Occasionnels, actifs, acharnés, infatigables. Elle affirme que divers concepts sont utilisés depuis plus de 20 ans et s'opposent essentiellement sur un axe qui analyserait d'une part les pratiques bénévoles et d'autre part les pratiques militantes. L'engagement est d'un usage différent et d'un autre registre. On peut construire une typologie des acteurs selon leur degré d'engagement. 122. Le recrutement du bénévole. Postuler pour devenir bénévole dans une association, c'est d'abord, en amont, s'assurer que celle que l'on a choisie est suffisamment et favorablement connue. À cette fin, beaucoup d'associations se tournent vers la presse locale pour faire connaître leur existence. Leur recrutement en sera grandement favorisé. À leurs heures de permanence, se présentent alors des personnes venant offrir leurs services. Et un premier parcours débute pour le bénévole. L'entretien de recrutement, parfois les entretiens, est généralement assuré par un ou plusieurs membres chevronnés de l'association. Mais ce peut être un psychologue qui assure la première entrevue, impliquant un désir d'engagement du postulant. Pour éviter que cet entretien soit trop intimidant, les règles habituelles en la matière doivent être respectées, respect de la personne, confidentialité, franchise. C'est le moment pour le candidat aussi de s'informer et de décider de renoncer à sa proposition ou de l'orienter différemment. Car les associations ont également besoin de personnes pouvant assurer leur petit secrétariat, leur comptabilité, les permanences. Grâce à ces entretiens, le candidat bénévole se rendra vite compte du sérieux de la démarche de recrutement. L'association pareillement à l'égard des candidats. Certains d'entre ces candidats ne seront pas retenus. Leur témoignage est souvent empreint d'amertume, de colère ou d'incompréhension. Il est toujours surprenant de voir rejeter une proposition d'aide. Et pourtant, ce rejet n'est pas celui de la personne, il n'est pas davantage l'aboutissement d'un jugement de valeur sur ses qualités. L'entretien de recrutement a pour seul objet de mesurer l'adéquation du candidat bénévole à son rôle ultérieur de visiteur. Sur quels critères va-t-il être évalué ? D'abord sur des critères de stabilité mentale. Ne pourrait être retenue une personne en déséquilibre psychique ou en trop grande souffrance psychique. Également, sont écartés ceux qui revendiquent une activité prosélyte, ou dont l'intégration générale ne correspondrait pas aux critères sociaux et culturels moyens reconnus par la société. De même, un casier judiciaire vierge est demandé car l'hôpital est un lieu de confiance et de sécurité. Les malades y sont dans un grand état de vulnérabilité. Enfin, il est souhaitable que le candidat ne soit pas physiquement trop fragile. Certaines maladies peuvent barrer la route de l'hôpital à des postulants. Ce serait les mettre en danger que de les exposer à des risques d'allergie ou à des rechutes, par exemple. Passé ces premiers écueils, un certain nombre de facteurs positifs et négatifs peuvent être repérés chez le bénévole, facteurs bien différents d'une association à l'autre. Parmi les facteurs négatifs,
un état de tristesse ou de deuil n'est pas forcément bénéfique à la rencontre, contrairement à l'idée parfois retenue qu'on guérit son chagrin en se penchant sur ceux des autres. Pour la personne trop encombrée par ses soucis ou sa détresse, s'en détourner ou les bâillonner par une activité altruiste n'offre de véritable aide à personne, bénévolothérapie. De même, un tempérament sujet à de trop grandes variations émotionnelles est en général considéré comme peu compatible avec la sérénité et la bienveillance attendues dans cette activité. Qu'il s'agisse d'une expansivité débordante, d'exubérance, d'émotivité, de difficulté à établir une distance correcte entre lui et le malade ou de mutisme et de réserve permanente. Enfin, la fiabilité est requise, qu'elle concerne la régularité indispensable de l'engagement ou la discrétion inhérente aux visites. Pour toutes ces raisons, une proportion non négligeable de candidats se voit conduite. La responsable du service de volontariat de la Fondation Claude Pompidou indique que 40% seulement des candidats bénévoles sont engagés. Le pourcentage de candidats retenus peut, pour d'autres associations, être beaucoup plus important. Si elles œuvrent avec des publics particulièrement fragiles, deuil, mort proche, suicide, grande détresse, elles s'entourent de précautions supplémentaires telles que l'obligation d'effectuer une formation initiale, puis d'obtenir un avis favorable des fondateurs. Le tout aboutissant à un dernier entretien avec un psychologue. Cette procédure est parfois vécue avec anxiété ou comme une marque de défiance par le candidat au bénévolat. Ce serait mal comprendre la protection dont les responsables veulent entourer autant le candidat que les personnes qu'il rencontrera plus tard. En tout état de cause, que le résultat soit positif ou négatif, il paraît important qu'une explication motivée soit apportée aux postulants. Certaines associations proposent même aux candidats, en cas de pathologie manifeste, de le mettre en relation avec des personnes susceptibles de l'aider. Si je devais résumer mon propos, les éléments favorables au recrutement d'un bénévole demeurent assez banalement ceux dont je demanderais à un ami de faire preuve. Être assez proche pour écouter avec intelligence et chaleur ce que j'ai à lui confier, assez discret pour qu'il conserve mes confidences, assez fiable pour qu'il m'assure une présence régulière et ne me laisse pas tomber. L'article de Jacques Simon dans la RCVUC Jalmalve, Le vécu d'un recalé, apporte un appréciable témoignage sur le ressenti d'un candidat au bénévolat non retenu pour visiter des malades. 123. Les qualités requises pour devenir bénévole. Chapitre plein de risques. C'est la longue liste des qualités que je possède si peu dont je me fais ici le prescripteur. Un capital suffisant de bien-être personnel et de stabilité. Du bon sens et de la simplicité. De la discrétion dans les attitudes et les gestes. Ni bruit, ni agitation. Une confidentialité absolue. Pas de commérage, pas de confidence à qui que ce soit, famille et proches inclus. Un homme en sevrage alcoolique, son frère vient le voir chaque jour. Il a été rue Gaiman. À la 3e mi-temps. Il est très gentil, donne des chocolats aux infirmières. Il m'explique sa maladie. Il attend que le mois des approbations, des conseils que je suis bien incapable de lui apporter, des encouragements. Au fil des semaines, peu à peu, il me raconte des choses très personnelles. Et comme d'habitude dans ces cas-là, je suis surpris en partant qu'il ne me dise PRS, ne répétez rien. Je comprends que faire silence aussi longtemps que je le fais, c'est permettre une liberté de parole tellement totale et peu habituelle, que l'interlocuteur y reconnaît une situation de confidentialité assurée. De l'humilité, cet effort par quoi le moi essaie de se libérer des illusions qu'il se fait sur lui-même. Comte Sponville. De la compassion, le sentiment de celui qui n'a pas besoin de la souffrance de l'autre pour aimer. Il s'agirait alors de pitié, mais qui serait plutôt un état de sollicitude attentive. Le respect de la personne. De toute personne. Dans tout état. Je dois parfois lutter contre le besoin d'évoquer mes propres émotions, en reflet de celles qui me sont décrites. C'est comme moi ? Je dois souvent me retenir d'y penser, de référer le discours de l'autre à mon ressenti ou mon expérience. Ce serait une erreur qui interromprait l'échange, qui obstruerait le passage des mots. De la patience. Ne rien attendre. Se mettre dans une attitude d'accueil et non pas d'initiative. Tenter de faciliter la communication. Ne pas chercher à être perspicace ou intelligent,
Ne pas tenter d'expliquer. L'absence de toute attente d'un résultat. Rester quelqu'un qui valide ce qui est ressenti et exprimé, qui saisit le fil qui dépasse de la pelote et le laisse se dévider sans tirer dessus. Qui ne cherche jamais à exercer une domination. Quand j'étais enfant, lorsque ma mère défrisait des pulls de laine, mon rôle, c'était de dresser mes 2 avant-bras afin que l'écheveau de laine tordu vienne s'y former. Le fil de laine du bénévole, ce sont les mots de son interlocuteur. Le malade débobine son fil quand et comme il veut. Le visiteur embobine le fil à ce rythme. La capacité de se protéger, de mesurer ses limites. Celle de s'apprécier soi-même. Moins lapidairement, sauf dans le cas particulier, où il est appelé à faire de l'animation, le bénévole doit être présent à l'autre sans la médiation d'une tâche à accomplir, Claude de la Génardière. Ainsi se trouve-t-il exposé, sans protection, à la pure charge émotionnelle et immédiate de la rencontre. Face à un malade plein de sa peur, de ses échéances, de ses incertitudes, de ses espoirs aussi, le bénévole doit se refuser la tentation de résoudre, de répondre à une demande de guérison. Il doit éviter d'apporter des assurances. Il doit bien souvent accepter d'être présent aux limites de l'inutilité, dans le non-faire, Claude de la Génardière. Il a le plus souvent bien peu à proposer de concret. Il ne peut se rendre utile à presque rien. Et surtout, ayant accepté tous les termes de ce constat, il doit s'efforcer de demeurer plein de bon sens. Pour en apprendre davantage, je renverrai à l'article de F. Auchin, Recertificat et critères de sélection des bénévoles, qualités requises et analyse des motivations. Et à ceux de Denis Landry, la formation des bénévoles d'accompagnement au cours des 10 dernières années, qu'est-ce qui a changé? Et le recrutement d'un bénévole accompagne #E. Processus de sélection, analyse des motivations et qualités requises. 124 La spiritualité du bénévole. Le bénévole hospitalier est tenu par le seul lien qu'il noue volontairement avec le malade ou la personne âgée. S'il existe une expression de la subjectivité dans les actes d'un homme, c'est bien là qu'elle se trouve. Dans un engagement libre, un engagement auquel nul ne le contraint, que le bénévole le nomme devoir-vocation, désir d'aider, amour du prochain. Il ne peut s'en justifier que devant lui-même. Et si la spiritualité, c'est ce qui recherche du sens au-delà du visible et du rationnel, alors le bénévole est pleinement engagé dans du spirituel lorsqu'il visite les malades. Que recherche-t-il à travers son bénévolat? Le plus souvent à concrétiser plusieurs projets. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.